Et j'ai le plaisir de vous accueillir, Monsieur Mahmoudi Ali. Vous êtes directeur général des forêts. Merci. Bienvenue à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, il est question de parler du plan national de reboisement. Donc le plan a été élaboré en 1998, ensuite examiné et adopté par le Conseil du gouvernement du 26 septembre 1999. Les objectifs, donc, c'est élever le taux de boisement de 11% à 13%, corrigez-moi si je me trompe, à l'horizon 2020, et étendre le patrimoine forestier à 1 million d'hectares. On en est où aujourd'hui, Monsieur Mahmoudi? Merci pour la question, merci pour l'invitation. Donc le plan national de reboisement, comme vous l'avez si bien précisé, a été validé par le Conseil des ministres et mis en application donc, depuis l'année 2000. Le volume qui était prévu, il était de l'ordre de 1 247 000. On devait réaliser une moyenne de 60 000 hectares par an. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 820 000 hectares de réalisés. Donc nous sommes à environ 66%, malgré qu'il n'en reste que 2 ans. Donc nous, en tant que direction générale des forêts, nous avons voulu procéder à une révision et réfléchir à un plan nouveau entre 2020 et 2030. Donc on a convoqué un atelier le 29 du mois passé. Donc on a ramené pratiquement tous les acteurs de cette opération qui est très primordiale pour la réhabilitation du patrimoine forestier et son extension pour avoir les 13% qui est un taux d'équilibre écologique pour notre pays. Est-ce que c'est un taux acceptable ou par rapport à la superficie de notre pays? 13% de patrimoine forestier. Oui, pour un pays comme le nôtre qui est de 238 millions d'hectares, donc en 62, nous étions à 3 millions d'hectares. En 1830, nous en avions carrément 5 millions d'hectares. Et nous avons atteint les 4,1 millions jusqu'à maintenant. Et pourquoi cette régression alors? La régression durant la période coloniale, vous savez, il y a une extraction minière de notre patrimoine forestier au point de provoquer la disparition de certaines espèces. Je citerai au passage le pin noir de Djurdjura, qui n'existe actuellement que dans une petite réserve où nous comptons 700 pieds, alors qu'il y avait toute une forêt de pin noir qui a été exploitée par le colonisateur pour les besoins des chantiers de construction navale. Et on peut citer le sapin de Numidie des Babor, le cèdre de l'Atlas qui a été aussi exploité, et d'autres richesses, jusqu'au pin d'Alep qui a été utilisé pour la fabrication de la pâte à papier. Donc, et en plus de ça, donc il y a eu ce que vous connaissez, le Senatus Consult, qui a obligé nos parents à se réfugier dans les montagnes. Et pour créer un espace vital, ils ont été obligés de procéder à la déforestation, puisqu'ils ont été refoulés depuis les plaines où ils avaient leur terrain de culture vers les montagnes. Là, pour créer un espace vital, ils ont été obligés de... Ça, c'est pour ce qui était de l'époque coloniale. Mais pourquoi les objectifs n'ont pas été atteints de ce projet qui date des 2 dernières décennies? Exact. Donc, pourquoi nous n'avons pas réussi à... Il y a plusieurs facteurs qui concourent au fait qu'on n'a pas atteint les 1 245 000, du moins les 1 million 100 qu'on devait réaliser à hauteur de l'année 2018. Donc, il y a un problème les dernières années, la réduction des inscriptions suite au gel de certaines opérations par rapport à la condition financière de notre pays. Il y avait de grands projets qui ont été mis en veilleuse comme le barrage vert, que maintenant nous comptons reprendre. Donc il y a eu un certain... Justement, qu'est-ce qui devient le barrage vert? Le barrage vert, vous savez, c'est l'Algérie a été... C'est l'une des premières actions vertes. Nous sommes les pionniers à côté des Mauritaniens qui nous ont suivis par la suite dans le cadre de la fixation des dunes. Mais nous sommes les pionniers. Et actuellement, les pays d'Afrique, vous avez dû entendre parler de l'initiative Grande Muraille Verte,
qui ont copié le cas Algérie pour faire une ceinture verte tout le long de l'Afrique. Et donc le barrage vert a été lancé par l'armée nationale populaire dans les années 70. Il a été suspendu en 88 suite à l'avènement des événements que vous connaissez tous. Mais là, il est repris par l'administration des forêts. Et même dans le cadre de la coopération internationale, nous avons essayé d'intégrer l'initiative de la Grande Muraille Verte pour essayer de décrocher un certain nombre de projets pour continuer notre œuvre qui est celle du barrage vert. D'accord. On va reparler du plan de reboisement national. Oui. Quelles sont les principales ressources ou filières? Je n'ai pas compris le... C'est-à-dire quel type de plantation? Ah, d'accord. Et donc, par rapport à la situation géographique, est-ce que c'est les mêmes... Non, maintenant avec les changements climatiques et tout ça, c'est pour ça qu'il faut des évaluations d'état pour essayer de réviser. Est-ce qu'il y a des études qui se font? Oui, il y a une étude qui a été faite sur le barrage vert qui a été confiée au Bureau national des études pour le développement rural qui relève du ministère de l'Agriculture. Il y a une autre étude sur la Napa Alpha qui est aussi très importante, qui contribue à la fixation des sables pour éviter l'avancée du désert. Actuellement, je vous disais que nous sommes obligés de faire des évaluations d'étapes, même pour revoir les espèces qu'on devrait introduire. Parce que au tout début du barrage vert, nous avions ciblé la monoculture, le pin d'Alep. Et quand il est attaqué par le fameux parasite que vous connaissez, la chenille processionnaire, ça a provoqué des désastres. Donc maintenant, on a amélioré, donc on a essayé de créer des peuplements mixtes. Donc on a mélangé des feuillus, des résineux, de telle manière à ce qu'il y ait une autorésistance aux parasites et aux maladies. Et quelles sont les principales menaces de notre patrimoine forestier? Bon, en tout premier lieu, c'est les incendies, donc c'est la main de l'homme. Dieu merci pour cette année, nous avons été épargnés. Sachant qu'on en a perdu l'année dernière plus de 53 000 hectares. Exact. Donc cette année, il y a modernisation de dispositifs de lutte contre les feux de forêt. On a essayé d'améliorer un peu le dispositif. Il y a surtout la rencontre qui a été organisée le 26 mai au niveau du Club des Pins, où il y avait deux ministères qui ont contribué, celui de l'Intérieur et celui de l'Agriculture. Celui de l'Intérieur avait fait participer un certain nombre d'ouali, la Direction générale de la protection civile. Pour nous-mêmes, donc il y avait tout l'encadrement de l'administration des forêts, ce qui a fait que les collectivités locales ont beaucoup apporté cette année, participé. Ce qui a fait, il y a aussi les populations qui ont atteint un degré de sensibilité auquel personne ne s'y attendait. Parce que l'année 2018, c'est l'année la plus difficile depuis au moins 40 ans. Le fait qu'on ait eu des pluies jusqu'à la fin juin, ça a donné une strate herbacée des plus denses et des plus hautes. Donc le combustible était là, si ce n'est la vigilance des populations, qui avant faisaient des nettoyages autour de leur demeure et procédaient à l'élimination des rémanents par des mises à feu. Cette année, Dieu merci, nos populations ont atteint un degré de sensibilité très très élevé. Mais il y a eu quand même quelques foyers d'incendie, notamment dans les wilayas de l'Est. Si on doit comparer par rapport à l'année dernière, on peut dire quoi? Absolument. Donc là, il y a eu même une alerte météorologique qui nous donnait une alerte du côté des Aurès. D'ailleurs, la preuve est là. C'est les plus gros incendies, on les a enregistrés dans ces trois wilayas, Tébessa, Khanchla et Batna. Ça, je l'ai donné dans l'ordre décroissant. Donc Batna, Khanchla, Tébessa. Sinon, l'année passée, vous vous souvenez, dans la wilaya de Tarf, on a eu un incendie gigantesque qui nous a fait perdre 19 000 hectares d'un seul tenant. Un incendie qui nous était venu depuis la Tunisie. Alhamdoulilah, cette année, la wilaya de Tarf, c'est zéro incendie, puisque le seul incendie qui devait arriver de Tunisie, nous avons pris le soin d'appeler nos collègues de Tunisie pour l'éteindre avant qu'il n'arrive chez nous. Ah ben, très bien. Donc c'est bien beau de planter, mais il faut également préserver et entretenir. Est-ce que vous avez un dispositif mis en place justement pour ce faire? Oui, cette année aussi, la nouveauté, c'est par rapport au dispositif de première intervention. Nous avons acquis 40 véhicules que nous avons érigés en colonnes mobiles
c'est à titre expérimental. Nous les avons positionnés au niveau des wilayats à haut risque, à commencer par la wilaya de Tarf, où nous avons mis une première colonne. La seconde, nous l'avons positionnée dans la wilaya de Béjaïa. La troisième, nous l'avons positionnée dans la wilaya de Bouira. La quatrième, à Relizane. Et enfin, la dernière, à Tlemcen. Pour celle de Relizane, par la suite, comme il y a eu de l'accalmie du point de vue climatique, nous avons préféré la Syndion 2, prélever 4 véhicules et les mettre dans la seule wilaya de Batna où le risque était majeur. Et ça se passe comment? Et donc ils effectuent des tournées sur le terrain, comment ça se passe? En plus, ça c'est le programme habituel. Les brigades mobiles, elles sont là. Mais là, les colonnes, elles sont stationnées au niveau des wilayats où nous avions enregistré, suite à un bilan de 30 ans, les plus gros dégâts. Donc, et là, ils devaient intervenir sur un certain nombre de wilayats. Dieu merci, ils n'ont pas eu à le faire. Ils n'ont pas eu à le faire, à l'exception de celle de Batna qui a intervenu dans l'incendie du Jbel Bouarif, qui nous a fait perdre une moyenne de 300 hectares. Sinon, pour celle de Tlemcen et de Bouira et de Bjaïa, nous les avons fait sortir qu'à titre d'exercice pour que les agents des forêts ne se lassent pas. Donc, on leur a demandé d'intervenir dans l'extinction de petits incendies. Très bien. Vous savez, l'année, enfin, il n'y a même pas une année, il y a quelques mois, on a fait un reportage dans la forêt de Wilben, à Ain Sebt. Donc, c'est une très belle forêt qui se trouve entre la wilaya de Jijel et Sétif, qui est malheureusement complètement abandonnée, Monsieur Mahmoudi. Et on a fait un reportage où c'est un lieu touristique par excellence. Donc, il y a beaucoup de familles qui affluent, mais malheureusement, toutes les commodités nécessaires sont absentes. Il n'y a rien. Donc, et on a rencontré malheureusement pas mal de jeunes qui voulaient investir, entretenir. On a trouvé des projets qui dataient des années 80 qui étaient à l'arrêt. Pourquoi? Là, je pense que vous faites allusion au mont des Babors. Les monts des Babors qui sont en limite entre les trois wilayats. Non, ce n'est pas les monts des Babors, c'est la forêt de Wilben à Ain Sebt. Donc ça doit être une forêt qui était malheureusement insécurisée, où le personnel des forêts n'a pas pu intervenir, puisque vous savez, entre 2009 et 2014, l'administration des forêts a exécuté 12 000 projets de proximité de développement rural intégré. Donc on a réussi à toucher une moyenne de 13 000 localités. Il se peut que cette région-là n'était pas du tout sécurisée. C'est ce qui a fait que nos éléments n'ont pas été à la rencontre de ces populations. Là, je les rassure, puisque nous avons fait procéder à la restructuration du programme que nous avions initié en 2009. Nous avons dégagé une enveloppe de 10 milliards de dinars. Nous allons revenir dans certaines localités qui n'ont pas été touchées. Ça, je leur promets que la conservation des forêts de Jijel sera instruite pour aller à la rencontre de ces populations, pour essayer de prendre un minimum de leurs besoins en fonction de la ressource dont nous disposons. Très bien, merci. Il y a eu aussi, Monsieur Mahmoudi, signature d'un décret en 2009 qui relatif à l'autorisation d'usage à travers différentes activités. Autrement dit, c'est impliquer des investisseurs privés. Absolument. Donc, jusqu'en 2001, la forêt a été fermée suite en application de texte de la 94-12 qui dit que le domaine public est insaisissable, inaliénable, imprescriptible. Donc là, il y a deux ouvertures. La première, c'est celle que vous venez de relater, c'est les périmètres d'autorisation d'usage. Nous en avons érigé une moyenne de 130 périmètres pour une superficie de 72 000 hectares. Nous sommes en train d'attribuer progressivement aux riverains en priorité et aux investisseurs potentiels en deuxième position. Puisque là, ce n'est pas de grandes superficies. Nous allons venir aux grandes superficies qui relèvent du domaine privé de l'État. Là, c'est dans les wilayas du Sud. C'est un autre dispositif qui relève de nos amis de l'agriculture, mais qu'on peut utiliser dans la foresterie. La deuxième ouverture, c'est les forêts récréatives. Donc, justement, le décret a été signé en 2006. Il y a eu combien de forêts récréatives depuis?
Donc il y a 132 forêts qui ont été érigées sur papier, 112 ont vu leur arrêté de création publié et 58 ont été mises à adjudication, 28 ont été confiées à des investisseurs privés. Voilà, et le processus continue, mais il faut que les investisseurs sachent que nous parlons de forêt et non pas de parc ni de zoo. C'est une forêt, cela veut dire que si demain on aurait un différend entre l'investisseur et l'administration, s'il venait à évacuer les lieux, la forêt devrait reprendre ses droits et revenir comme étant une forêt. Il y a un cahier de charge? Absolument, il y a un cahier des charges général qui est publié dans le décret de 2006, il y a un cahier des charges particulier qui est passé, qui est rédigé conjointement par l'administration des forêts et l'investisseur concerné. Et les investisseurs désireux justement se lancer dans ces projets, quelle démarche à entreprendre? Il n'y a aucun problème. C'est des appels à manifestation d'intérêt qui sont publiés au niveau des wilayats. Mais celui qui voudrait avoir le détail des forêts qui existent au niveau des wilayats du pays, il n'a qu'à se présenter chez nous. On va lui donner tous les détails qu'il faut. Et après, c'est à lui de choisir et de se rapprocher de l'administration concernée pour lui dire à quel moment l'appel serait lancé pour qu'il puisse concourir. Inch'Allah, Inch'Allah. Dites-moi, Monsieur Mahmoudi, à l'heure actuelle, peut-on parler d'économie forestière? À l'heure actuelle, on ne peut pas parler d'économie forestière puisque le seul produit que nous récoltons et exportons, c'est le liège. Le liège, l'Algérie fait partie des 5 pays méditerranéens qui disposent de cette ressource. Nous étions à peu près 2e ou 3e. Malheureusement, avec tout ce que nous avions vécu, la décennie noire, les incendies récurrents, nous sommes actuellement à une moyenne de 90 000 quintaux en prévision et nous n'avons récolté que 85 000 quintaux. Et c'est un liège qui, une grande partie est transformée localement par des unités publiques qui se trouvent à Béjaïa, Djidjel et Kolo pour faire du panneau d'isolation en gros pour les lièges de moindre valeur. Pour les lièges de très bonne valeur, il y en a qui sont transformés par des privés et ils sont exportés. L'année passée, le groupe public GGR, on avait exporté, pour, si je me souviens bien, pour une moyenne de 4 millions de dollars. Cette année, Inch'Allah, il y aura une petite amélioration. Il y a aussi la culture, le caroubier. Ça, vous le connaissez, il y a un promoteur privé qui s'appelle M. Boublenza, qui est présent dans 35 pays avec la caroube algérienne. En Europe et en Asie? Ah oui. 35 pays en Europe et plus que ça, je crois, et moins que ça en Asie. Donc, le détail des pays, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un que nous sommes en train d'accompagner de telle manière à faire l'extension du parc à Karoub et de nous accompagner aussi dans le développement et la réhabilitation d'une espèce qui nous est très très chère, qui existe chez nous, qui est très exploitée chez nos voisins marocains, mais qui n'est pas du tout exploitée chez nous, c'est l'arganier. L'arganier qui existe dans la wilaya de Tindouf, qu'on voudrait étendre à d'autres wilayas similaires. D'ailleurs, il y a eu une campagne de plantation menée par la ministre de l'Environnement le mois d'août dernier, Madame Zerouati, justement pour la plantation de l'arganier à Tindouf. Oui, à Tindouf, c'est son aire naturelle. Nous avions fait une étude qui nous a donné une moyenne de 5500 plants recensés, mais lesquels plants se trouvent à l'intérieur d'un parc culturel qui est classé par le ministère de la Culture. En tant qu'administration, on voudrait l'étendre dans des wilayats comme Naamal, Biyad, Adrar et autres. Des expériences ont été menées du côté de Mostaganem, du côté de Barrak, et ça a donné un bon résultat. Mais comme il s'agit d'une espèce du sud, nous aimerions la garder dans son aire naturelle, donc dans les wilayats du sud. Les terrains existent, les espaces existent, la ressource en eau existe, la qualité du sol existe. Donc nous faisons appel à nos investisseurs potentiels. Nous sommes là pour les accompagner, pour qu'ils concrétisent leurs projets et pour qu'ils nous valorisent cette espèce qui nous est très chère et qui est en train de contribuer à l'économie de nos voisins, pas de chez nous. Merci Monsieur Mahmoudi Ali, merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à toutes nos questions. Le débat est très intéressant, mais malheureusement nous arrivons à la fin de notre rubrique. Voilà, peut-être un dernier message à lancer aux citoyens pour les sensibiliser à devenir acteurs dans la préservation et l'entretien du patrimoine forestier.
Voilà, donc merci pour l'invitation une fois de plus. Un autre hommage, on ne cessera pas de rendre hommage à nos populations qui nous ont donné une preuve de leur sensibilité cette année, mais on leur demande de faire un peu plus. Et il y a aussi une frange de la population qui mérite à ce qu'on lui rende hommage, c'est les chasseurs qui sont en train de se réorganiser. Ils nous ont accompagnés d'une manière très active sur le terrain. Et mon dernier mot, c'est pour les investisseurs potentiels. Moi, je leur lance un appel. L'administration des forêts et le ministère de l'Agriculture en général est là pour les accompagner. Nous les attendons les bras ouverts pour les accompagner pour la concrétisation de leurs projets. Merci beaucoup, Monsieur Mahmoudi Ali. Mahrez, c'est à vous. Je vous retrouve demain à 8h pour un autre flash d'infos et un autre invité de la matinale. Au revoir. Voilà, merci à vous et merci à vous.